Bonjour, bonjour à tous nos amis qui sont en ligne pour assister à la dernière conférence de cette dernier débat de cette conférence organisée par l'Institut Jacques Delors. Et donc j'ai à mes côtés Enrico Letta, qui est le seul représentant de cette table ronde à être ici dans cet amphithéâtre des arts et métiers. Et nous avons à distance, et je les salue d'ores et déjà, Gérard Haro, qui est donc en direct depuis les États-Unis. Bonjour Gérard Haro. Dominique Moisy, qui est donc en France, mais à distance par rapport à cet amphithéâtre, et Carlos Moedas, qui est en direct également de Lisbonne, du Portugal. Voilà, bonjour à tous les quatre. Et après ces tables rondes que nous venons de suivre et qui ont été successivement consacrées à la nouvelle donne aux États-Unis, aux enjeux du commerce entre États-Unis, Europe notamment, et également aux enjeux de l'alliance des questions de défense et de sécurité. C'est une table ronde à la fois un peu conclusive qui va nous permettre de revenir sur ces temps forts, mais notamment nous pourrions aussi nous interroger sur les enjeux touchant aux valeurs. Nicolas Bavrez tout à l'heure a longuement est longuement revenu sur ce sujet finalement de ce qui réunit les États-Unis et l'Europe, aussi vis-à-vis de la Chine, en regard de la Chine qui a un régime éminemment différent. Mais est-ce que à l'aune des derniers événements, est-ce qu'on peut parier sur le fait que les États-Unis et les pays européens vont continuer sur la même route et vont avoir toujours une forte proximité en tant que démocratie et en tant que pays ayant des valeurs communes? Voilà, bon, je ne vais pas mentionner quand même les 4 années de Donald Trump qui ont pu semer beaucoup de questions dans l'Union européenne, la Hongrie et la Pologne qui posent à leur manière aussi la question des valeurs qui nous réunissent. Et donc, je vais passer successivement la parole à Enrico Letta, à Dominique Moisy, à Carlos Moedas et à Gérard Haro pour débattre un petit peu de ces enjeux. Peut-être Enrico Letta, en premier propos, pour vous, quel est l'enjeu que pose en termes d'état de droit aujourd'hui la Pologne et la Hongrie, et finalement, est-ce que entre l'Union européenne et les États-Unis, est-ce que vraiment tout est clair sur le fait que nous partageons des valeurs communes? Merci beaucoup Jean-Christophe, et j'entre dans le sujet, dans le débat, en prenant aussi les questions qui sont restées dans le débat précédent et que Sylvie Kaufmann nous a gentiment passées dans ce débat et qui sont très intéressantes, en particulier celles qui concernent, je trouve, les Nations Unies, parce qu'en effet, et donc le fait que l'Europe et les États-Unis ont peut-être un rôle à jouer dans cette démocratisation des lieux de gouvernance des Nations Unies. Mais je reprends la question initiale et donc je dis la mienne. Alors, moi je pense que s'il y a un sens dans la reprise, la relance de la relation transatlantique entre les États-Unis et l'Europe, c'est exactement la question des valeurs et de la démocratie. Je pense que ce serait une faute si on mettait tout ça dans un coin ou si on laissait ça marginal. Il ne faut pas donner l'idée qu'à la fin, on est ensemble seulement pour des questions de sécurité, sur des questions de gains économiques ou commerciales ou questions stratégiques d'autre nature. À la fin, on est ensemble parce qu'on partage un système de valeurs. Et donc, c'est pour ça que je crois qu'à la fin, le premier curseur de cette relance doit être mis exactement sur toutes les possibles conséquences en termes d'actes concrets de ce que vraiment veut dire être ensemble en termes de valeurs. Être ensemble en termes non seulement de rhétorique sur les valeurs, mais en termes d'actes concrets.
parce que la question des valeurs a des actes concrets en termes de conséquences sur les aspects qui ont à voir avec les choix économiques, les choix de commerce, les choix d'alliance ou pas d'alliance. Et en deux mots, je pense que tout ça devrait redonner vie à une institution internationale qui était morte pendant les 2, 3, 4 dernières années, c'est-à-dire le G7, auquel moi je donne aujourd'hui une grande importance, parce que le G7 est le lieu où, à la fin, les grandes démocraties traditionnelles, même en Asie, je pense naturellement au rôle du Japon, nous-mêmes, les Américains et les Canadiens peuvent trouver là le lieu, non pas où prendre des décisions formelles, ce n'est pas un lieu de décision, mais de débattre là sur, par exemple, quelle est la stratégie vis-à-vis de la Chine. Je ne vois pas beaucoup d'autres lieux où faire ça. Parce que ou bien on le fait en bilatéral, mais j'ai difficulté à trouver un lieu bilatéral où l'on puisse... donc, je pense que le G7 est le bon lieu. C'est le lieu où il y a des moments dans lesquels il y a une grande confidentialité, une grande capacité de se dire les choses comme elles sont. Et donc, je vois ce lieu comme un lieu essentiel, fondamental, qui va reprendre pied et qui avait été complètement détruit par Trump. Le G7, on ne se rappelle plus un G7 important, je ne sais pas depuis quand. Donc ça, c'est en termes concrets, en termes stratégiques aussi, le premier élément, je pense, assez important. Ce discours, naturellement, a pour nous, les Européens aussi, comme vous disiez, Jean-Christophe, d'une façon très précise, un devoir de régler les choses chez nous, à la maison. Et là, je pense que Biden, à la place de Trump, ça change la donne. Parce qu'il est évident que la Pologne et la Hongrie avaient un grand allié en Trump. Il est évident aujourd'hui que le fait de ne plus avoir cet allié, le fait de pouvoir donc jouer nous-mêmes avec eux en sachant qu'ils sont plutôt seuls, je ne les vois pas chercher en Poutine, un autre allié, pour d'autres raisons. Et donc, le fait de ne plus avoir Trump comme point de référence va jouer un rôle. Donc, je pense que c'est très important pour nous, en Europe, être capable de marquer sur ces points des éléments d'avancée très forts. Là, la question essentielle, centrale, c'est le fait que dans la conférence pour l'avenir de l'Europe, qui devrait commencer bientôt, on espère, il faut que le vote à l'unanimité termine là où ça existe en Europe. Ça, je pense, c'est le point essentiel, c'est le point clé, parce que le vote à l'unanimité, donc le droit de veto pour des Polonais, des Hongrois, etc., c'est une des choses qui donne et continue à donner à des pays comme ça une possibilité de jouer un rôle que sinon ils ne pourraient plus jouer. Et à la fin, je suis sûr que même leurs opinions publiques trouveraient totalement inutile cette guerre de religion qu'ils jouent contre l'Europe bruxelloise et contre le système de valeurs. Je terminerai sur un point parce que c'est une table ronde assez habité. Donc, il faut se contrôler en termes de timing. Je ne vois pas, je le dis parce que moi, je suis un grand fan de ce changement aux États-Unis. Et je trouve donc que nous, les Européens, on doit donner, une partie du pont, c'est à nous de la construire de notre côté. Donc, je pense qu'il faut le dire clairement, il faut saluer les choix de l'administration Biden aussi en termes de personnalité. Franchement, de se trouver là avec Yellen, Blinken et Kerry, franchement, on n'aurait jamais imaginé de mieux. Donc, il faut le dire, il faut le pratiquer. Et il faut en même temps, si je peux me permettre de le dire en tant que non-français et non-allemand, donc en regardant avec un peu de recul le couple qui se dispute sur ces questions, il faut un peu dérubriquer, un peu faire baisser, downgrader la querelle, parce que en fait, la question de l'autonomie stratégique, il ne faut jamais oublier, vous l'avez dit dans la table ronde précédente,
Daniela, Sylvie l'avait bien cité, elle date juin 16. Il est vrai que ça a été un débat, ça n'a pas été rien de trop formel, mais c'est avant Trump. C'est avant Trump. Il faut toujours, et personne n'avait en tête qu'en juin 2016, on aurait eu ce qu'on a eu pendant les 4 ans de Trump. Donc en fait, l'autonomie stratégique est là, est nécessaire, il faut la développer. Ce n'est pas quelque chose que j'interprète comme contre les États-Unis. Je suis sûr, je regarde à mon pays, l'Italie a des liens de sécurité, de stratégie fort intense avec les États-Unis, donc je suis absolument partant pour que ça continue. Mais je trouve aussi très important le fait que de notre côté, ça fait partie de devenir adulte, nous les Européens, et en même temps, il faut aussi prendre le bon de cette expérience Trump. Le bon, c'est pas ce que Trump a fait. Je trouve difficile de trouver du bon donc, dans ce que Trump a fait, mais le bon est le fait qu'il a existé pour 4 ans. Et pour nous, les Européens, ça a été un signal, je pense, un red alarme énorme. Et donc, moi, je le dis très franchement, je suis content que Biden ait gagné. Il a largement gagné, mais si on veut être précis, il a gagné de 100 000 voix. Parce que si on déplace, même moins que 100 000 voix, les 100 000 voix décisives dans les 4 États qui ont fait la différence, à la fin, c'est moins que 100 000 voix. Si on les déplace de l'autre camp, aujourd'hui, on serait là à pleurer parce que Trump était encore président des États-Unis. Donc, en 2 mots, nous, les Européens, on ne peut pas dépendre dans le futur, on ne peut pas imaginer que notre futur est décidé par 20 000 électeurs de Nevada ou de Arizona. Ça, c'est, je pense, un élément essentiel. Donc, il faut savoir que notre alliance n'est pas en discussion avec les États-Unis, mais il faut en même temps aussi, je crois, avoir une capacité de construire notre propre présence et faire en sorte que le monde ne soit pas, et l'Europe ne soit pas le champ de bataille sino-américain, que l'Europe soit la 3e grande force au niveau global, et si on est tous ensemble, on peut le faire. Et c'est pour ça que le Brexit est le choix le plus suicidaire qui ait pu être fait. Mais aujourd'hui, il a été fait. Je vois qu'il y a cet après-midi des avancements positifs. Je salue ces avancements positifs sur le côté Brexit, et je pense qu'un deal, j'en profite ici et je termine, un deal est quelque chose d'essentiel. Le jour où en Asie, ils font un accord qui doit encore être compris, on n'a pas encore très bien compris le contenu, mais un accord qui met ensemble le Japon, la Chine, la Corée, qui n'avaient jamais été d'accord sur rien, les pays de ASEAN, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et nous, on se dispute entre cousins. Et on fait un divorce entre cousins, entre Européens et Britanniques. C'est vraiment la folie. Et donc, je trouve qu'à la fin, un deal aujourd'hui est essentiel pour démontrer qu'on a appris, qu'on veut le lead du monde. Et le lead du monde est aussi trouver, dans un certain moment, les accords qui sont les accords importants. Merci Enrico Letta. Je n'ai pas précisé tout à l'heure que vous êtes bien sûr finalement notre hôte ici. Vous êtes président de l'Institut Jacques Delors. Vous avez aussi connu les G7 finalement lorsque vous étiez président du Conseil italien, et vous êtes aussi doyen de la Paris School of International Affairs. Et Dominique Moïsi, je me tourne un peu vers l'écran, mais en fait c'est bien vers la caméra qu'il faut que je regarde. Dominique Moïsi, bonjour. Nous sommes très heureux bien sûr de vous accueillir. Vous êtes politologue, géopolitologue. Vous avez écrit de très nombreux ouvrages sur, bien sûr, les questions géostratégiques, mais en les abordant notamment sur l'enjeu de la géopolitique de l'émotion, sur les enjeux, un titre aussi qui était le triomphe de la peur. Et dans le prolongement de ce que disait Enrico Letta, vous-même, vous êtes finalement très attentif au fait que
aux États-Unis, lors des récentes élections, la récente élection présidentielle, effectivement, Biden finalement a gagné à 100 000 voix près, comme le résumait Enrico Letta. Et donc, l'enjeu du populisme, pour vous, est-ce que c'est toujours un enjeu très puissant dans les États-Unis d'aujourd'hui? Oui, la réponse est bien évidemment oui. Il y a deux mots qui me viennent à partir du résultat des élections américaines. Le premier, c'est celui d'espoir. Euh, Quand même, Trump a été défait et défait assez clairement. Ça signifie que le populisme n'est pas irrésistible, que les populismes peuvent être stoppés, défaits, et pas seulement aux États-Unis, mais en Europe. Mais le deuxième mot qui vient après celui d'espoir, c'est l'avertissement. Il est évident que Trump a été défait, mais le Trumpisme n'est pas mort. Trump lui-même essaye de laisser entendre que peut-être en 2024, il sera là pour se venger d'une défaite qui n'existait pas en réalité à ses yeux, qui est le résultat d'un énorme mensonge. Et il a convaincu 74 millions d'Américains à voter pour lui. Donc je crois qu'il y a ce double mélange entre l'espoir et la lucidité, l'avertissement que donnent les élections américaines. Alors, ensuite, pour prolonger les propos de Enrico Letta, à un moment donné, il a dit il faut dissocier sécurité et valeurs. Il y a les valeurs, la sécurité, c'est pas exactement la même chose. Il me semble qu'aujourd'hui, sécurité et valeurs vont de pair. La rivalité chinoise s'exprime bien entendu en matière économique, technologique, désormais en matière de sécurité. Les routes de la soie sont un projet stratégique tout autant qu'un projet économique, mais il y a une dimension idéologique. Les Chinois entendent dire, et pour eux, le Covid, l'épisode non terminé du Covid-19 en est l'illustration, leur modèle autoritaire est supérieur au nôtre. La démocratie, c'est le chaos, l'autoritarisme, c'est l'équilibre, c'est la stabilité. Et donc ce message, nous ne pouvons pas l'écouter passivement. On revient à l'idée, est-ce que l'Europe peut se contenter d'être normative face à un pays qui parle comme Staline le faisait en décrivant le Vatican combien de divisions, l'Europe combien de divisions. Il y a ce discours qui existe chez les Chinois avec l'idée que l'Europe, qu'est-ce que c'est? C'est le petit bout de la péninsule euro-asiatique et la Chine va profiter de nos divisions, de nos faiblesses pour nous faire entendre la raison, comme elle commence à essayer de le faire à l'égard de l'Australie. On voit la virulence et la violence même des réactions chinoises à la prétention australienne, à l'impudence australienne de remettre en cause le récit chinois sur le Covid-19. Même chose à l'égard du Canada il n'y a pas si longtemps de cela. Et donc, je crois que si on se situe au niveau des valeurs, comme le faisait Enrico Letta, et si on considère que les valeurs ont une dimension proprement stratégique, alors il est essentiel de ne pas se tromper de priorité. La priorité pour l'Union européenne, ce n'est pas, me semble-t-il, aujourd'hui, au lendemain de l'élection de Biden et alors que Xi Jinping est toujours plus ambitieux et plus agressif
dans ses propos, sinon dans ses actions, de dire il faut absolument éviter le duopole sino-américain. Non, je crois que mettre dans le même panier, comme on l'entend parfois, et pas très loin d'où vous vous trouvez physiquement aujourd'hui, mettre dans le même panier les États-Unis et la Chine, c'est, me semble-t-il, un contresens historique et c'est surtout une impasse stratégique si l'on considère que l'essentiel, c'est d'unifier les Européens dans un projet de valeurs qui ait des bases en termes de sécurité. Les autres Européens ne vont pas nous suivre si nous mettons l'accent sur le fait qu'il faut éviter à tout prix le duopole entre la Chine et les États-Unis. Il me semble que parfois j'entends des diplomates français mettre en avant le danger que le modèle de la laïcité à la française soit attaqué par les libéraux les plus radicaux aux États-Unis. Je pense que effectivement, cette menace existe, mais de mon point de vue, elle n'est pas du tout au même niveau, avec la même urgence, même priorité, la même urgence que la menace que fait peser la Chine aujourd'hui sur nos systèmes démocratiques. Défendre la démocratie avec les États-Unis, c'est, me semble-t-il, une priorité plus importante pour l'Europe et donc la France que de défendre le modèle de laïcité à la française face aux attaques qui peuvent venir des libéraux américains. Donc je crois que c'est très important dans mon esprit de ne pas se tromper de priorité, de ne pas mélanger les genres. Il me paraît évident que l'Allemagne ne nous suivra pas dans cette direction et donc paradoxalement, tout a changé, c'est-à-dire que l'Amérique n'est plus ce qu'elle était au moment de la guerre froide. Elle n'a plus la pugnacité, la confiance en elle-même qu'elle pouvait avoir. Tout a changé parce que la Chine, en réalité, me paraît beaucoup plus dangereuse parce qu'elle a les moyens de ses ambitions, contrairement à ce qui était le cas de l'URSS hier. Donc tout a changé, mais rien n'a changé. C'est-à-dire que quand même, Européens et Américains doivent accorder la priorité à la géographie des valeurs qui les unissent pour faire face à un danger de nature stratégique et idéologique. Jean-Christophe, voilà, j'ai essayé de résumer ma pensée dans les 7-8 minutes que vous m'aviez accordées. Je suis tout prêt à aller plus loin, mais je vous rends la parole. Pari tenu, merci beaucoup Dominique. Et quand vous parlez de géopolitique des valeurs, effectivement, je me tourne vers Carlos Moedas. Bonjour, donc vous êtes à Lisbonne actuellement. Je rappelle que vous avez été commissaire européen à la recherche, à l'innovation et à la science de 2014 à 2017. Et dans cette géopolitique des valeurs, on a pu être troublé pendant la présidence Trump par un rapport à la science pour le moins hésitant, un rapport à la vérité aussi absolument stupéfiant. Est-ce que, voilà, aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que les États-Unis, mais l'opinion américaine et les opinions européennes sont à nouveau alignées en ce qui concerne finalement le rapport, la confiance dans la science et finalement, est-ce que dans ce domaine, les États-Unis et l'Union européenne sont plutôt dans une situation de coopération ou dans une situation de compétition en matière de recherche et d'investissement dans la science? Carlos Moedas. Merci beaucoup à tous et un grand bonjour de Lisbonne.
où je suis maintenant au conseil d'administration de la Fondation Calouste Gulbenkian. Et j'espère qu'un jour, vous pourriez venir voir cet endroit magnifique, cette histoire incroyable d'un homme qui était passionné par l'art, par la science et pour l'humanité. En fait, il avait fait cette fondation à Lisbonne. Et ça me ramène un peu sur la grande puissance des États-Unis. À mon avis, et de mon angle, comme quelqu'un qui aime la science, était le pouvoir de la science et de croire aux scientifiques depuis 50 ans. Et quand on regarde la puissance des États-Unis, on peut aller en arrière jusqu'à l'après-guerre, et on voit qu'il y a deux hommes qui ont fait une grande différence et qui ont fait que cette centralité qu'à l'époque était en Europe est devenue américaine. On parle bien entendu de Vannevar Bush, qui était un scientifique extrêmement connu aux États-Unis au niveau d'Einstein à l'époque, et qui a écrit un rapport très connu, qui était un rapport que divisait la politics from policy dans la science, et qui a garanti pendant 75 ans un financement de la science qui a été très, très unique, et dont la capacité des États-Unis d'attirer les meilleurs du monde. Et après, il y a eu bien entendu Abraham Flexner, qui, lui, il a créé l'Institute of Advanced Studies à Princeton, qui a été l'endroit le plus magnifique du monde. C'était un endroit où Einstein et d'autres, après la guerre, sont arrivés et dont la seule chose qu'Abraham Flexner leur demandé, c'était de faire de la science. Il n'y avait pas plus que ça. Il y avait l'argent, il y avait la science, et eux, ils étaient maîtres de leur science et de faire avancer le monde. Et je pense que la puissance géopolitique des États-Unis était effectivement dans cette capacité incroyable que même dans les années Trump, avec toutes les, je dirais, les énormités de tout ce qui a été Trump, il n'a pas réussi à casser le système scientifique américain. Quand on regarde dans le monde aujourd'hui, par an, les États-Unis investissent autour de 453 milliards d'euros en total, l'Europe à peine 280 milliards et la Chine 200 milliards. Donc les années Trump, ils n'ont eu aucune influence dans le financement de la science parce que ces institutions étaient vraiment très, très uniques. Et donc, quand on voit, par exemple, nous, en Europe, moi, j'avais la responsabilité du programme Horizon 2020, le plus grand programme européen de science. C'est un programme qui fait à peu près 10 milliards, 11 milliards d'euros par an. Aux États-Unis, un institut comme le National Institute of Health, son budget annuel cette année était de 40 milliards d'euros. Le National Science Foundation, 9 milliards d'euros. Et donc, il y a ici une différence, il faut bien comprendre, c'est qu'aux États-Unis, la plupart de l'investissement est fait au niveau fédéral et en Europe, il est fait au niveau des pays. Or, à niveau des pays, la concurrence est complètement différente. Donc, si vous mettez l'argent au niveau du pays, vous n'avez pas la même qualité que vous avez quand vous faites ça au niveau européen. Et donc, la réponse, c'est qu'en fait, Trump, il a essayé de détruire le système, mais il n'a pas pu le faire. Par exemple, le National Institute of Health, dont un très bon ami est le président depuis 20 ans. Donc, quand vous regardez dans 20 ans, il y a eu à peine 2 présidents du National Institute of Health. C'est Francis Collins. Il a réussi à maintenir sa capacité scientifique. On a vu ça pendant la pandémie, où en fait, tous les résultats des articles scientifiques aux États-Unis ont été mis en ligne, ce qu'on appelle open science. Et donc, en fait, les États-Unis ont cette capacité. Mais nous, maintenant, nous avons une opportunité incroyable. L'opportunité, maintenant, elle est à nous. Et je pense que c'est à nous de jouer sur cette opportunité. Dans un des écrits d'Abraham Flexner, dans les années 40, il disait que le centre du monde, grâce à l'Institute of Advanced Science, où vous aviez Einstein, Lorentz et tellement d'autres qui sont allés aux États-Unis, il disait le centre a changé. Or, moi, je dis qu'aujourd'hui, on peut faire que le centre revienne en Europe. Et quand on voit la capacité que nous avons au niveau de la science fondamentale en Europe, nous avons la capacité de faire revenir en Europe cette centralité. Et d'ailleurs, je le dis avec beaucoup de fierté,
on a eu la plus grande avancée au niveau des vaccins. Elle a été faite aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est là, dans la pandémie, avec des Européens. Ingmar Eur de CureVac était un jeune ingénieur scientifique que nous avons aidé à la Commission européenne en 2014. CureVac est devenu une grande entreprise donc aujourd'hui à faire ces nouveaux vaccins avec le RNA. Après BioNTech, c'est européen. En fait, c'est deux immigrés qui viennent de Turquie, qui arrivent en Allemagne et qui sont boursiers du Conseil européen de la recherche, le ERC. Et donc, eux, ils ont développé. Et après, Moderna. Moderna est à Boston, mais le fondateur, c'est un collègue à moi de Harvard qui s'appelle Stéphane Bancel, qui est français de Marseille. Donc, en fait, quand vous voyez les grandes avances, et là, on parle d'une avance énorme, on a changé toute la méthode de faire les vaccins, ça a été européen. Donc, je laisse ça un petit peu comme une contribution optimiste et positive. Enrico, il me connaît bien, mais je pense qu'en fait, il faut penser très, très bien à cette opportunité aujourd'hui d'attirer le centre scientifique en Europe, mais il faut mettre les moyens et il faut vraiment le faire dans les années à venir. Donc, à vous, Jean-Christophe. Merci, merci beaucoup, Carlos. Nous reviendrons bien sûr à Lisbonne tout à l'heure, mais nous franchissons l'Atlantique et avant de passer la parole à Gérard Haro, je rappelle que à nos amis internautes qui nous regardent, que vous pouvez poser des questions et que voilà, nous essaierons de bien les prendre en compte et de les distribuer à nos intervenants. Gérard Haro, un grand bonjour. C'est le matin aux États-Unis. Voilà, vous êtes ancien ambassadeur de France en Israël, notamment à l'ONU et aux États-Unis, un observateur de la vie politique américaine de premier plan et que les Français ont appris à connaître dans les différents médias. Alors voilà, finalement, votre analyse de cette élection présidentielle et finalement vos recommandations sur la façon dont les Européens devraient se situer maintenant par rapport à cette administration Biden. À vous, Gérard Haro. Bonjour et c'est un plaisir de vous retrouver. Alors, je suis le dernier à intervenir et donc je serai un petit peu le poil à gratter parce que quand j'entends parler des valeurs, j'ai toujours tendance à dire d'abord aux Européens et aux Américains peut-être de faire un examen de conscience avant de se décrire comme porteur de valeurs. Quand j'ai été ambassadeur auprès des Nations Unies, tout de suite, je me suis rendu compte que eh bien, les autres pays du monde, en dehors de l'Europe et des États-Unis, ne nous considéraient pas tellement comme porteurs de valeurs souveraines. Je me rappelle, après avoir fait un discours sur les droits de l'homme à Cuba, où mon collègue cubain, qui parlait un français parfait, est venu me dire en me disant bah, « tu m'inviteras quand tu feras le même discours sur l'Arabie saoudite ». Et puis, n'oublions pas l'invasion de l'Irak, etc. Le fait que nous avons d'excellentes relations, et personnellement, je trouve qu'elles sont nécessaires avec des régimes autoritaires. Donc, je dirais que mettons quand même un bémol sur cette notion que nous portons des valeurs et que nous les défendons avec intransigeance. Les autres pays du monde, disons-le, les pays africains, les pays latino-américains, les pays asiatiques, c'est-à-dire la majorité du monde, ne nous voient pas comme ça. Et face à la Chine, disons-le, nous avons de bonnes relations nécessaires avec l'Inde. L'Inde, à l'heure actuelle, n'est pas en train de nous offrir une image parfaite des valeurs. Nous avons besoin du Vietnam, etc., etc. Donc, j'aurais tendance à dire, bon, arrêtons de nous monter immédiatement comme étant capables, de manière crédible, de répandre l'évangile des valeurs. J'aurais tendance à dire, soyons modeste, notre crédibilité n'est pas très élevée dans le reste du monde. En ce qui concerne l'administration Biden, deuxième élément, alors nous sommes très contents de cette administration, mais au fond, nous ne savons pas ce qu'elle va faire. Elle a un air un peu Obama 3, puisque en gros, ça a été la nomination des numéros 2 du temps d'Obama au poste de numéro 1, mais il nous le répète, nous savons que le monde a changé.
Et donc, la question se pose vraiment de savoir que se fera cette administration. Alors, elle va revenir dans l'accord de Paris, elle va essayer de revenir dans l'accord nucléaire avec l'Iran, ce qui ne sera pas très simple, mais quelles en sont les grandes orientations? D'abord, n'oublions pas que l'essentiel, que la priorité absolue de l'administration Biden, ce sera les affaires intérieures. Un pays qui est en crise profonde, crise politique profonde, comme l'a révélé le bon résultat de Donald Trump, l'excellent résultat des Républicains quand même. Ils ont gagné une quinzaine de sièges à la Chambre, et la crise du Covid fait que cette administration va faire d'abord de la politique intérieure. Ensuite, sur le reste, qu'en sera-t-il? Alors, le multilatéralisme, bon, les Européens adorent ça, mais le multilatéralisme n'a jamais eu de très grande importance dans la gestion des affaires internationales. Je le rappelle, le Conseil de sécurité n'a quasiment pas fonctionné jusqu'en 1990. Il se réunissait une fois par mois, et ensuite, il n'a fonctionné que parce qu'il était dominé par l'Occident. Les États-Unis ne sont pas, qu'ils soient démocrates ou républicains, un pays multilatéraliste, et d'ailleurs les grandes puissances ne le sont pas, que ce soit la Russie ou la Chine. Et donc, d'une certaine manière, la réforme du Conseil de sécurité que la France porte et que j'ai portée vainement pendant 5 ans, même si elle avait lieu, et elle n'aura pas lieu, ne changerait pas grand-chose dans le jeu des puissances. Nous sommes dans un monde de puissance, et les États-Unis sont une puissance et savent jouer du jeu de la puissance. Autre point, les États-Unis ne conçoivent la politique étrangère que sous la forme d'un leadership américain. Et là, je suis un peu en désaccord avec mon ami Dominique Moïsi. Vis-à-vis de la Chine, nous avons des intérêts communs avec les États-Unis, mais nous avons aussi des intérêts qui ne sont pas communs avec les États-Unis. Or, les États-Unis, je le dis, vont venir nous voir. C'est la différence entre Trump et Biden. Trump était totalement indifférent aux Européens, ce que pouvaient faire les Européens. Nos amis de chez Biden vont venir nous voir en nous disant « suivez-moi » face à la Chine. Et là, je pense qu'il faudrait que nous ayons une politique européenne cohérente qui sache dire oui et non. N'essayons pas de nous jouer le coup de la nouvelle guerre froide. La Chine n'est pas une menace globale. Les chars chinois ne sont pas une étape du Tour de France de Paris. Il y a des pays qui peuvent contenir la Chine, l'Inde, le Vietnam, le Japon, l'Australie. Il y a un jeu d'équilibre des puissances tout à fait normal qui va se déployer dans le Pacifique. Et je ne suis pas sûr que l'Europe ait vraiment à s'impliquer pleinement dans cette rivalité géostratégique. La Chine n'est pas en train d'envahir le monde et de vouloir dominer le monde. En ce qui concerne l'Union européenne, les États-Unis, vous savez, ont une vision un peu, quand même, qui reste un peu vague de l'Union européenne. Hélas, à cause du décalage horaire, je n'ai pas vu les sessions précédentes, mais nous avons aussi des problèmes avec les États-Unis de Biden ou de Trump. Il y aura les problèmes du commerce. Le parti libre-échangiste, c'était les Républicains sont devenus protectionnistes, les démocrates l'ont toujours été, et la gauche démocrate l'est encore plus. Donc, il va y avoir des problèmes de gestion du commerce international. Nous avons le problème aussi des entreprises de haute technologie, qui sont, je vous le rappelle, parmi les principaux financiers du Parti démocrate, et qui, évidemment, ne sont pas enthousiastes à l'idée d'une taxe européenne. Qu'est-ce qu'il va arriver dans ces domaines? Donc, je pense que ne rêvons pas. Les États-Unis ont toujours des intérêts qui parfois sont différents des intérêts européens. C'est légitime, hein. Et donc, n'attendons pas le messie de cette administration. Et je serais d'accord avec ce que j'ai entendu, je crois que c'était M. Bavrez, sur le thème, mais pas dans le domaine géopolitique, sur le thème, c'est à nous les Européens aussi d'avoir un programme transatlantique. Hein. N'essayons pas de refaire le jeu de l'OTAN, la Russie. La Russie n'est pas une menace unificatrice, c'est un problème que nous pouvons gérer, et nous n'avons pas besoin de refaire une grande coalition anti-russe. Comme je l'ai dit, c'est un problème, ce n'est pas une menace globale. Donc, essayons d'avoir, je dirais, un nouveau programme transatlantique sur les vrais sujets du moment. Les vrais sujets du moment, de nouveau, ce n'est pas ce qui se passe dans le ciel balte, ou même pas ce qui se passe d'ailleurs en Ukraine. C'est la transition technologique.
Et c'est là que nous avons en effet des valeurs communes avec les États-Unis pour faire en sorte que le modèle technologique que nous construisons soit un modèle démocratique. Et donc nous devrions parler aux Américains, nous les Européens, sur des sujets comme, par exemple, l'intelligence artificielle, les règles éthiques de l'intelligence artificielle, la gouvernance de l'Internet, le contrôle de l'Internet, tous ces genres de sujets qui peut-être peuvent paraître aux spectateurs, aux auditeurs et spectateurs un peu loin de la géopolitique, mais qui sont des sujets de demain. Par exemple, les cryptocurrencies, excusez-moi, le mot français ne me vient pas. L'environnement, naturellement. L'environnement aujourd'hui, par exemple, ça n'a pas de sens de parler du prix du carbone si on ne parle pas du même prix du carbone des deux côtés de l'Atlantique. Le commerce. Qu'est-ce que c'est que le commerce aujourd'hui, alors que nos opinions publiques aux États-Unis et en Europe se prononcent très largement contre le libre-échange à l'ancienne, si j'ose dire. Donc ma conclusion sera là. Ne rêvons pas, c'est une administration américaine qui va défendre les intérêts des États-Unis. Les intérêts de l'Europe sont en partie comparables à ceux des États-Unis, mais il y a des sujets sur lesquels nos intérêts ne sont pas les mêmes et nous devons savoir le dire, mais encore faut-il qu'il y ait une politique européenne qui soit une politique européenne unie. Et enfin, nous devons faire preuve d'imagination. Et j'aurais tendance à dire que nous devrions, et je regrette que les Européens ne se soient pas mis en mesure de le faire, nous devrions, dès le 20 janvier, lorsque le nouveau président sera là, nous devrions aller voir les Américains en leur disant, bon, ben voilà, il y a des sujets importants, cet avenir, que ces 20, 30, 50 années prochaines qui viennent, cette transition technologique essentielle qui est en train de se passer sous nos yeux, faisons-la ensemble, parce que si nous ne la faisons pas ensemble, ce sera en effet un modèle autoritaire qui triomphera. Voilà très rapidement, j'espère ne pas avoir dépassé le temps qui m'était alloué. Merci beaucoup. Merci beaucoup Gérard Haro. Non, vous êtes tout à fait dans les temps et vous avez ouvert des espaces de discussion sur lesquels nous allons pouvoir rebondir avec nos trois autres invités. Je vais juste peut-être indiquer donc à vous Gérard Haro, à Carlos et à Dominique Moisy, si vous souhaitez intervenir, peut-être vous pouvez envoyer un message sur la messagerie interne et voilà, ce sera peut-être plus simple comme ça. En tout cas, il y a également trois questions qui sont arrivées, donc je les mentionne et les intervenants justement pourront peut-être choisir de revenir d'apporter des réponses à ces questions. Il y en a une qui porte en quelque sorte sur le projet d'alliance des démocraties. Est-ce qu'il faut finalement créer une alliance des démocraties dans le monde qui pourrait lutter plus efficacement face à ce qui serait un pôle autoritaire ou un clan des pays autoritaires? Il y a une question sur le Japon, grande puissance asiatique, mais qui est restée jusqu'à présent à l'écart de nos radars ici parmi les intervenants. Et puis une autre question sur la Chine. Donc en quelque sorte, voilà, est-ce que cette relation à la Chine doit structurer en quelque sorte la relation euro-américaine? Et puis pour rebondir sur l'intervention de Gérard Haro, je pense qu'il y a bien sûr Dominique Moisy aura peut-être le souci d'apporter des précisions, mais je me tourne vers Enrico Letta et lorsque finalement Gérard Haro dit il faudrait que l'Europe sache dire oui ou non aux États-Unis, ça pose un peu la question finalement des institutions, d'un leadership européen. Qui est-ce qui peut dire oui ou non? Et donc, voilà, comment est-ce que vous projetteriez un petit peu les enjeux pour l'Union européenne en termes d'organisation, de façon à pouvoir parler davantage d'une seule voix, quels que soient les interlocuteurs dans les années à venir? En vérité, je pense on arrive au cœur de la raison pour laquelle, grâce à l'initiative de Nicole Nesotto, on a décidé d'avoir cette rencontre. Et le cœur de la question est, quel est l'agenda européen? Qu'est-ce qu'on veut faire, nous, les Européens?
On a voulu, comme Institut Jacques Delors, avec la Fondation Gulbenkian, organiser au CNAM cette rencontre aujourd'hui, exactement pour faire un discours entre Européens sur chercher de définir un agenda européen qui soit capable d'être suivi, d'être cohérent, d'être consensuel, donc de trouver un consensus large et général, et qui puisse être à la hauteur de cette mission que cette commission s'était auto-attribuée, mission de commission géopolitique pour la première fois. Mais j'ajoute qu'il y a là un point aussi assez intéressant dont jusqu'à maintenant on n'a pas encore vu les contours, mais que je trouve intéressant parce que les politiques sont menées par les hommes et les femmes. Et on se trouve pour la première fois à avoir à la tête de la Commission européenne non seulement une femme, mais une ancienne ministre de la Défense. Donc, non pas quelqu'un qui, comme Juncker, venait du Luxembourg, pas la plus grande puissance militaire qu'on ait en Europe, ou même Barroso avant lui. Donc, on a aujourd'hui quelqu'un à la tête de la Commission européenne qui a clairement cette idée géopolitique en tête, qui vient aussi de son expérience en tant que ministre de la Défense de son pays, un grand pays comme l'Allemagne. Donc moi, je pense qu'à la fin, la question essentielle est celle de remplir cette boîte et de faire en sorte qu'on entre dans la troisième phase de cette évolution stratégique européenne. Je pense que ce qui s'est passé autour de l'année 16, 17, 18 a préparé le terrain. Moi, je ne pense pas que ça a été quelque chose d'inutile. Le concept qu'on a approuvé au Conseil de 16, etc., je pense qu'il y a une définition importante. Il y a une deuxième phase, la deuxième phase qui est celle de 19-20, est la phase de l'allocation de ressources, qui est toujours une phase assez importante. Pour la première fois, on a un fonds européen de défense dans lequel il y a de l'argent pour des choses que nos pays tout seuls probablement ne feraient pas. Un grand projet sur les drones, la question de la cyber security. Je ne sais pas si ça va être un succès, on va le voir dans l'avenir. Mais c'est sûrement quelque chose qui, ensemble, nous donne de la chance davantage. Maintenant, il faut entrer dans une troisième phase. La troisième phase, c'est d'élargir ce discours et de mettre tous les différents volets l'un après l'autre. Je me retrouve dans ce que Bavrez a dit dans la précédente table ronde, c'est-à-dire il faut maintenant que de notre côté, le débat interne aux Européens, aujourd'hui qu'on est sans les Britanniques, on est avec une administration Biden qui n'est pas hostile à l'Europe. Donc, en fait, on a toutes les conditions pour que l'on puisse faire un discours entre nous qui soit un discours à tout azimut sur les différents sujets et qui mette ensemble les questions commerciales, les questions de technologie. Je pense que Carlos Moedas a dit des choses très importantes. Entre parenthèses, j'ajoute que je suis très content d'annoncer ici que hier, le conseil d'administration de l'Institut Jacques Delors a accepté ma proposition de nommer Carlos Moedas en tant que vice-président de l'Institut aux côtés de Nicole Lesotho et de Christine Verger. Donc pour moi, pour nous tous, c'est quelque chose de très important parce que son expertise, son aperçu sur les questions de politique, de technologie est quelque chose qui va naturellement enrichir beaucoup notre travail. Donc, les aspects qu'il citait, qui sont essentiels, et le fait que sur ces sujets, je pense que oui, on a une possibilité de dialoguer avec les États-Unis, mieux qu'avec la Chine, mais on n'a pas la même agenda. On a, nous, à chercher de faire en sorte que, quand je dis nos valeurs, l'idée que ce soit la personne au centre de toute évolution de l'intelligence artificielle, de la question de la propriété des données personnelles et de toute cette évolution, et je pense que c'est quelque chose qui a à faire avec l'aspect normatif, mais quelque chose qui a à faire aussi avec les politiques industrielles. Et là, c'est Thierry Breton qui entre en jeu. Faire en sorte que, par exemple, cette Commission européenne puisse faire monter en puissance, lancer des projets aussi dans ces secteurs. Moi, je suis parmi ceux qui pensent que
les champions européens ne doivent pas naître seulement quand il y a un Français et un Allemand là-dedans. S'il y a un Nokia Ericsson, par exemple, ça peut devenir un champion européen, baptisé champion européen par nous tous aussi. Donc, je pense qu'il faut travailler dans cette direction. Et je termine sur la question de Matteo Gorgoni, qui est très intéressante et très importante sur la question de l'alliance des démocraties. Pour nous, ce qu'on a vécu dans les dernières années est essentiel pour comprendre une chose. Il faut, dans le temps d'aujourd'hui, que les démocraties soient performantes. Si elles ne sont pas performantes, dans nos sociétés, il va y avoir des gens qui un jour pourraient devenir même majorité, qui commenceraient à dire, pour avoir des niveaux de bien-être, de sécurité supérieurs, je peux même lâcher et être un peu moins démocratique. Parce que si on voit qu'à la fin, les non-démocraties sont plus performantes en termes de résultats économiques, sécuritaires et tout le reste, on va payer un prix. Donc, pour ce qui nous concerne, l'alliance entre démocraties, ça doit être entre démocraties performantes. Et ça, c'est, je pense, un élément essentiel. Merci Enrico Letta. Je me tourne vers Dominique Moïsi. Cette question d'une alliance des démocraties qui conjuguerait à la fois l'enjeu des valeurs, mais aussi l'enjeu de l'efficacité que vient de mentionner Enrico Letta. Est-ce que ça vous paraît un projet important à mener? Et on peut peut-être ajouter à cette question générale, finalement, la question qui portait sur le Japon qui est considéré, qui est mise dans le clan des grandes démocraties, tout comme l'Australie, la Corée du Sud, Taïwan, pour ceux qui osent prononcer ce nom, même quand un Chinois est dans la salle. Mais voilà, est-ce qu'il y a un enjeu d'alliance un petit peu de ces pays, de ces nations qui se retrouvent dans des systèmes démocratiques à l'avenir? Dominique Moïsi. Tout à fait. Ce qui me permet de répondre aussi à Gérard Haro. Je le suis tout à fait quand il nous invite à la modestie. Il nous dit soyons modestes lorsque nous parlons de valeurs. Et il est vrai que rien n'est pire qu'un pays qui prêche ce qu'il ne pratique plus. Et c'était à un certain moment une dérive dans laquelle est tombée l'Amérique. Maintenant, cette alliance des démocraties, à un moment donné, on a parlé de D10, les 10 démocraties par opposition à G7, me paraît à la fois une idée légitime, importante et très complexe, avec un pays que Gérard Haro a mentionné, qui est la première démographiquement démocratie au monde, l'Inde, qui n'est pas un modèle. Le nationalisme religieux de Modi n'est pas ce que nous voulons mettre en avant sur le plan des valeurs démocratiques. Mais si on se place au niveau de l'Asie, il me paraît évident que des pays comme le Japon, comme la Corée du Sud, comme l'Australie, comme la Nouvelle-Zélande, ont tout à fait leur place dans ce club des grandes démocraties. Ce qui m'amène à revenir sur la question qui, moi, me paraît essentielle, qui est quand même la question chinoise. Oui, bien sûr, les chars chinois ne sont pas à 2 étapes du Tour de France cycliste, comme le disait avec bonheur le général de Gaulle en 1947. Ce n'est pas de cela dont il s'agit. Mais en même temps, il me semble que ce qui se passe aujourd'hui même entre Canberra et Beijing est une illustration, devrait ouvrir les yeux aux Européens sur la réalité de ce que représente le défi chinois. Il n'exerce pas seulement sur la petite Australie sur le plan démographique, des pressions économiques,
augmentant les taxes sur les vins australiens de 300%. Ce ne sont pas non plus des sanctions au sens quantitatif du terme, mais ils vont beaucoup plus loin. Ils disent, vous avez des instituts de recherche, des think tanks qui se permettent de critiquer la Chine. C'est tout à fait inacceptable. Là, on est vraiment aux portes d'une forme de totalitarisme. Rappelez-vous les formules soviétiques, ce qui est à moi, ce qui est à vous est négociable. Donc cette deuxième phrase, ce qui est à vous est négociable, s'applique tout à fait au traitement par Beijing des institutions libres qui sont en Australie. L'usage de photomontages dénonçant de manière légitime sur le fond, mais totalement fausse sur la forme, les violences des soldats d'élite australiens en Afghanistan, c'est quand même intéressant. Voilà, le mensonge est mis en avant par un pays pour en déstabiliser un autre. Je crois que ça, c'est là où je dis oui, bien sûr, il y a des sujets sur lesquels on est d'accord avec Washington, des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord avec Washington, mais il ne faut pas perdre de vue l'aune, et je reviens sur ce mot, des valeurs. Le défi n'est pas de la même nature. Ce qui est en jeu dans le cas du défi chinois, c'est notre essence, c'est ce que nous sommes en tant que société démocratique. Nous reviendrons tout à l'heure vers vous. Nous avons encore une quinzaine de minutes de conversation tous les quatre et je me tourne donc vers Carlos Moedas et là aussi en rebond du propos de Gérard Haro tout à l'heure. Gérard Haro qui invitait vraiment à discuter de sujets scientifiques et en fait qui touchent à des évolutions profondes de nos sociétés dans les années à venir. Ça va arriver très rapidement, effectivement, les enjeux relatifs à l'intelligence artificielle, la robotisation, mais également aussi tout ce qui est biotechnologie. Voilà, donc est-ce que l'Europe est suffisamment armée pour dialoguer avec les États-Unis? Et finalement, là aussi, est-ce que nous avons à discuter des valeurs, comme le disait Enrico Letta, est-ce qu'on met la personne, finalement, la personne humaine, comme on dit parfois en néologisme, finalement au centre de l'évolution des sciences et des technologies ou pas? Est-ce que c'est un autre projet transhumaniste, par exemple, qui nous transporterait? Alors voilà, comment nouer le dialogue et échanger entre l'Europe et les États-Unis? Carlos Moedas. Non, merci beaucoup. Je pense que là, c'est vraiment un des points où je pense que nous avons cette grande opportunité. Et pourquoi? Parce que dans les années à venir, le plus important dans la technologie n'est plus la technologie. Le plus important dans la technologie, ça va être nos décisions politiques autour de la technologie. Et ça, c'est quelque chose que fera que cette technologie qui est neutrale, qui peut être utilisée pour le bien ou pour le mal, elle soit utilisée pour nous améliorer comme êtres humains. Et là, l'Europe a une vision que je pense qui est très attirante pour les gens qui croient à l'ouverture, qui croient à la démocratie, c'est la centralité de l'être humain. Et je vous rappelle que le Parlement européen était le premier parlement au monde à faire un rapport sur l'intelligence artificielle, que tous les Européens sont unis sur une idée d'une intelligence artificielle pour l'être humain, où l'être humain est au centre, et quelles sont les décisions éthiques, quelles sont les décisions politiques que nous devrons porter. Moi, dans mes voyages comme commissaire européen, soit en Asie, soit aux États-Unis, je sentais que la vision sur l'intelligence artificielle était très différente de la nôtre. Quand on va en Asie, on voit beaucoup cette vision sur les robots, sur, je dirais presque l'idée qu'un robot peut remplacer l'être humain. Et en Europe, on ne voit pas du tout ça. Ce qu'on veut, c'est que notre médecin il puisse avoir accès à l'intelligence artificielle
pour parler avec nous. On ne veut pas une interaction avec la machine, on veut l'interaction avec l'être humain, qui peut être beaucoup mieux dans sa profession s'il est aidé par la technologie. Donc, cette idée, ce qu'on appelle de augmentation et pas de substitution. Et ça, l'Europe est au centre. Après, je pense que nous, quand on regarde aussi au niveau des prochains pas technologiques, comme la question du 5G, et là, beaucoup a été parlé. Et parfois, nous, l'Europe, on regarde un petit peu en disant, mais nous, on est en retard. Or, on n'est pas du tout en retard vis-à-vis des autres parties du monde. Ce qu'on voit, c'est que les États-Unis sont très en retard au niveau des brevets des 5G. On voit que la Chine, oui, a investi beaucoup, mais quand même 50% des brevets dans le 5G, ils sont ici en Europe. Alors, quel est le grand problème? L'Europe a été toujours transformer ses brevets dans des produits avec cette vision humaine, cette vision européenne. Donc, il faut qu'on investisse vraiment là-dessus. Et après, je pense que, je ne sais pas si c'était Dominique Moisy ou Gérard Haro qui parlait, je pense que c'était Dominique qui m'a dit quelque chose qui m'a frappé, c'était est-ce qu'on veut rester toujours dans le normatif? Parce qu'en fait, ce qu'on a vu dans les données, c'était que l'Europe a eu une influence énorme sur tout le monde, sur le normatif, c'est-à-dire avec la directive de la protection des données, nous avons vu que l'Europe a fait que tout le monde aujourd'hui utilise les règlements, utilise la directive européenne aux États-Unis, en Asie. Et donc, on a eu une capacité énorme. Mais bien sûr, l'Europe ne peut pas être que ça. Mais moi, dans 5 ans comme commissaire européen, il y a eu une fois que j'ai entendu parler du bien de l'Europe dans les télés américaines, c'était quand on a passé la directive de protection des données en Europe. C'est la première fois que le CEO d'Apple, le CEO d'Amazon sont venus au Parlement européen dire « votre réglementation est très importante et nous, on va suivre votre réglementation au niveau mondial ». Donc, effectivement, il y a un pouvoir énorme de ce point de vue-là et je pense que ce que j'ai vu après le Brexit, ce que j'ai vu dans l'Amérique de Trump, c'était que les grands talents, les meilleurs scientifiques du monde nous regardaient et ils voulaient venir en Europe. Et beaucoup d'entre eux veulent venir en Europe exactement par notre vision sur la technologie, qui est une vision qui va au-delà de la technologie, au-delà de l'ingénierie. Merci Carlos Moedas. Je donne 2-3 questions qui ont été transmises aussi, qui nous ont été transmises aussi. Donc, il y a une question sur finalement comment faire en sorte qu'il y ait un monsieur politique étrangère efficace à la tête de l'Union européenne. Et donc, ça renvoie un petit peu à l'enjeu institutionnel. Et puis, je pense, voilà, un message qui arrive de Berlin, mais vraisemblablement d'un interlocuteur qui est originaire de Taïwan et qui voilà, dit est-ce que vous, les Européens, vous seriez prêts à défendre Taïwan? Mais nous avons aussi, Gérard Haro, je reviens à vous tout de suite. Nous avons une question de Laurent Cohen-Taounouji qui est avec nous dans l'amphithéâtre. Vous avez la parole. Merci. Je me demandais si on ne pouvait pas réconcilier les positions de Gérard Haro et Dominique Moisy sur la Chine en disant qu'on ne peut pas laisser la Chine acquérir une supériorité technologique sur les États-Unis, sur l'Occident en général. Si oui, dans ce cas-là, est-ce que ce n'est pas un domaine dans lequel l'Europe et les États-Unis doivent converger pour maintenir cette supériorité technologique ensemble? Merci. Voilà, Gérard Haro, est-ce que vous avez bien entendu la question donc, qui est sur la Chine? Vous l'avez bien entendu? Oui, oui, aucun problème. Très bien. Ben voilà. Est-ce que vous voulez saisir la balle au bon et voilà, répondre à Laurent Cohen-Taounouji? Alors, tout d'abord, je ne veux pas, en effet, transformer cela en un débat avec Dominique. Mais enfin, si Dominique est scandalisé par ce qui se passe en Australie, en pensant que notre essence est en jeu, il devrait s'intéresser à ce qui se passe en Iran, où les États-Unis ont déclenché une guerre dont les conséquences, c'est que les hôpitaux iraniens manquent de médicaments, ou ce que les États-Unis ont fait avec Cuba depuis des décennies. Non, la Chine a une politique de puissance. La Chine n'est pas en train de mener une croisade, c'est une grande puissance, eh bien, il faut qu'on la contienne. Nous devons donc aller aux côtés de l'Australie,
dans ce qui est une politique traditionnelle à la fois de containment et d'engagement. Il faut à la fois contenir la Chine et il faut avoir un dialogue politique avec les Chinois. Tout ceci est très traditionnel, je dirais, et il ne faut surtout pas transformer la Chine comme étant une sorte d'ennemi global en voie de domination du monde. C'est de la géopolitique la plus basique. Et hélas, Trump ne la gérait pas très bien. Je pense que Biden la gérera bien. Voilà. Alors, est-ce que nous devons, en termes technologiques, faire bloc avec les États-Unis? Comme notre ami portugais l'a dit, l'Europe a des capacités technologiques. Je dirais que plutôt que nos laboratoires coopèrent avec les Américains, travaillons et défendons aussi les intérêts européens qui sont aussi vis-à-vis des États-Unis. Nos amis américains, on le voit par exemple dans l'industrie d'armement en question qui avait été posée, nos amis américains font en sorte de détruire l'industrie d'armement européenne. Ça ne veut pas dire que les Américains sont mauvais, mais c'est ce qu'on appelle le jeu de la concurrence internationale. Nous ne vivons pas dans un monde d'amis, nous sommes les amis des États-Unis, oui, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire être les amis des États-Unis? Ça veut dire surtout que nous avons des intérêts communs dans certains domaines avec les États-Unis. Mais dans d'autres domaines, notamment industriels, je dirais, et technologiques, nous sommes aussi en concurrence avec les États-Unis. Donc, moi, j'aurais tendance à désidéologiser tout ça et essayer de revenir à ce que j'appelle le jeu des puissances, et puisque nous sommes de retour plus que jamais dans le jeu des puissances, et surtout ne pas avoir d'illusions. Les États-Unis ont une politique de puissance, et en termes technologiques, les États-Unis ne vont pas aider les Européens à développer leur technologie, ou tout au contraire. Et donc nous devons aussi faire en sorte, par exemple, que nos savants, que nos techniciens, que nos étudiants ne partent pas aux États-Unis après que nous avons dépensé beaucoup d'argent pour les éduquer, pour leur donner une éducation exceptionnelle, et ensuite on les retrouve, où je les retrouvais moi-même, où je retrouvais tous nos polytechniciens que non seulement nous avions d'ailleurs éduqués, mais que nous avions aussi d'ailleurs rémunérés pendant leur éducation, que je retrouvais dans la Silicon Valley. Donc, de nouveau, n'ayons pas de naïveté. Si l'Union européenne veut être une puissance, elle peut l'être. Et j'aurais tendance à dire qu'elle peut être surtout dans ces domaines. Je ne crois pas tellement à l'Europe géopolitique, puissance géopolitique avec des cuirassiers et des cuirassiers, parce que nous l'avons bien vu en Méditerranée orientale face à la Turquie. Lorsque vous êtes en Finlande, vous n'avez pas la même politique, la même vision de ce qui se passe en Grèce que lorsque vous êtes français, et cela, à mon avis, ne va pas changer. En revanche, sur tous ces sujets, à la fois économiques, mais aussi technologiques, nous avons une véritable puissance, à condition naturellement de la défendre, et ensuite, nous pouvons évidemment parler aux États-Unis, et je me suis fait l'avocat d'un dialogue transatlantique. Mais un dialogue transatlantique, ça ne veut pas dire que nous allons embrassons-nous Folleville. Ça veut dire que nous allons parler d'égal à égal avec les États-Unis, et que dans ce dialogue, nous ne devons pas être naïfs, nous devons aussi défendre nos intérêts face aux Américains. Mais il est évident qu'Américains et Européens, nous avons aussi des valeurs communes, et je l'ai dit, dans cette transition technologique. Et notre ami portugais a parfaitement raison. Les décisions qui vont être prises sont des décisions de civilisation en ce qui concerne la transition technologique, et nous pouvons penser, ce n'est pas évident, comme il l'a dit lui-même, que nous sommes plus proches des États-Unis naturellement sur ces notions de civilisation que de la Chine. Je pense qu'avec l'administration Biden, ce sera sans doute beaucoup plus simple d'aller parler à nos amis américains de ces choix de société qui sont des choix de société qui nous attendent dans les années qui viennent. Gérard Haro, une petite question, et je vous demanderai de répondre de façon très courte parce que nous n'avons plus que 5 minutes, mais puisque vous raisonnez en termes de jeu de puissance entre les États-Unis et la Chine, est-ce que Taïwan est vraiment le lieu de la du prochain grand frottement, de la prochaine confrontation possible entre ces deux superpuissances? Non, je ne pense pas du tout. En réalité,
il y a une ligne rouge absolue dans la politique étrangère chinoise, qui est absolue, qui est de ne pas admettre tout ce qui peut apparaître comme une marche vers l'indépendance de Taïwan. Mais la Chine n'a aucun intérêt à un conflit sur Taïwan qui déstabiliserait l'ensemble de son économie, l'ensemble de l'économie mondiale. Voilà. Et donc, il y a un statu quo. Ce statu quo, je crois qu'il faut le maintenir. Mais ça veut dire également de notre côté, du côté des Américains, plutôt d'ailleurs que du côté des Européens, il ne faut pas non plus essayer de titiller les Chinois sur cette question. Le statu quo est sans doute la meilleure situation et je ne vois vraiment pas la Chine essayer de bouleverser ce statu quo. Elle ne peut pas accepter l'indépendance de Taïwan et ne l'acceptera pas. Et de notre point de vue, ça ne sert à rien de dire « ah, c'est mal, oui, c'est mal », mais elle ne l'acceptera pas. Merci Gérard Haro. La réponse est très précise et cadre bien le débat sur ce sujet. Carlos Moedas, peut-être voulez-vous conclure de votre côté et en une minute nous donner un petit peu des signes d'espoir aussi sur la façon dont l'Europe peut s'organiser pour revenir sur le propos d'Enrico Letta. Oui, je pense que ce que nous avons vu et ce que nous avons vu dans les dernières années, et surtout, comme Enrico le disait aussi, dans les années Trump, ça nous a énormément unis au niveau de la science, au niveau de la technologie et au niveau de penser un monde qui est le monde que nous souhaitons comme Européens, avec nos valeurs, et faire de cela une force, faire de cela notre ambition. Et donc, je pense qu'en étant à la Commission européenne depuis 2014, j'ai vu une évolution d'une Europe qui était un petit peu, qui n'avait pas la capacité d'être more assertive, comme disent les Américains, pour une Europe qui est devenue d'une certaine façon plus puissante dans la parole. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très unique pour nous et pour notre futur. Après, je pense qu'on a donné des pas très importants au niveau de la structuration du financement de la science. Si vous voulez, je dirais que ce qui s'est passé aux États-Unis après la guerre, ça a été aussi la capacité militaire d'une institution qui s'appelle DARPA aux États-Unis, qui a fait que toute la capacité militaire a été mise au niveau de la recherche et en fonction de la recherche. Et donc, il y avait effectivement une capacité énorme. Et là, Enrico Letta l'a parlé, nous avons défini un fonds européen de recherche pour la défense qui n'existait pas et que c'est très important. Et après, avec Pascal Lamy, nous avons défini cette idée de mission européenne, des missions dans la science, de dire qu'est-ce que nous, comme Europe, nous voulons pour le futur. Est-ce que nous voulons être les premiers qui vont curer Alzheimer? Est-ce que nous voulons être les premiers qui vont avoir un avion électrique qui va faire ce qu'aujourd'hui on ne peut pas? Est-ce que nous allons être les premiers à changer pour que personne puisse mourir de cancer dans les prochains 10 ans? Et avoir d'une certaine façon la capacité de raconter notre histoire et de mettre tous nos moyens pour ce futur. Et donc, je pense qu'il y a énormément d'espoir et surtout avec ce nouveau budget européen, il y a un espoir énorme du côté des jeunes, des entrepreneurs et des scientifiques. C'est cela que je connais, que je côtoie tous les jours et je pense que cet espoir revient à petit et bien sûr, il y a beaucoup de problèmes, mais il y a un certain espoir. Merci beaucoup à tous. C'était un plaisir de parler avec vous ici de Lisbonne. Eh bien, merci à vous aussi et merci pour ces paroles d'espoir. Dominique Moïsi, je sais que vous êtes aussi plein d'espoir. Quelle serait votre conclusion? Non, moi je vous parle en réalité tout près des plages du débarquement. Donc il se peut que mon discours sur le futur ait été un peu trop orienté par la volonté de rendre hommage au passé et d'intégrer notre histoire dans, bien entendu, un des fondements du lien transatlantique. Mais si je devais terminer d'un mot,
je dirais que notre ami portugais me semble avoir été à l'essentiel. Donner des causes d'espoir concrètes aux Européens, avec cette fierté de réussir dans des domaines où on pourra dire bah, l'Europe existe toujours. Il y a la tentation, me semble-t-il, du benign neglect, d'une forme de négligence bienveillante à l'égard de l'Europe qui existe aux États-Unis. Il faut que la bienveillance revienne, mais il faut que la négligence commence à disparaître. Merci beaucoup Dominique Moïsi de Normandie. Donc, Enrico Letta, peut-être le dernier mot de cette table ronde en remerciant à nouveau Gérard Haro, Carlos Moedas et Dominique Moïsi. Bon, je pense que cette conclusion est la conclusion naturelle, c'est-à-dire le fait que l'idée d'une puissance européenne n'est pas liée aux mots et à notre auto-affirmation verbale. Elle est liée aux résultats. Elle est liée aux missions qu'on se donne. Et ça a été très intéressant d'écouter ce que Carlos Moedas nous a dit sur quelques-unes de ces missions. Et naturellement, elles s'ajoutent au discours qu'on vient de faire sur beaucoup d'autres domaines. Donc, la question essentielle est de se donner les moyens, les règles de gouvernance qui sont très importantes parce que avec les règles de gouvernance actuelles dans beaucoup de domaines, on ne va nulle part en Europe et faire en sorte donc que tout ça devienne un résultat que tout le monde puisse effectivement percevoir comme un résultat de leadership et de leadership positif sur la vie des gens. Parce qu'aujourd'hui, à la fin, la puissance, c'est aussi la possibilité d'avoir du leadership par rapport aux opinions publiques mondiales. Et ça passe par les domaines dont on a parlé et dont Carlos vient de nous parler. Donc, je pense qu'à la fin, la conclusion de Carlos est celle qui me donne plus d'espoir pour l'avenir. Donc, je vote pour Moedas. Très bien. Eh bien, je pense que dans l'assistance ici, qui est très nombreuse, quoique clairsemée, voilà, il y a eu un grand intérêt aussi pour cette table ronde. Vous étiez très nombreux aussi à nous suivre sur Internet et la conclusion donc de cette journée va être faite par Nicole Gnesotto, à qui nous cédons la parole. Et donc, merci une dernière fois à nos 4 intervenants. Nicole Gnesotto, c'est à vous.